Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Lampedusa en Méditerranée n'est pas une île entre deux mondes, elle est le carrefour des mondes. Cherchons le mot Lampedusa sur Gallica, la fabuleuse bibliothèque numérique accessible gratuitement en ligne de la Bibliothèque nationale de France. Lampedusa a bon nombre d'occurrences nous sont offertes. Des monnaies antiques le plus souvent frappées dans les ateliers monétaires de Sicile. Des cartes à foison, souvent maritimes. Des évocations dans les récits de voyage pour une escale. Et puis, quelques mentions dans la littérature, parfois des œuvres majeures. Et il y a également des mentions dans la presse, de manière très inégale, au moment de la Seconde Guerre mondiale, et plus proche de nous, de manière dramatique, comme une blessure à notre humanité, avec les souffrances des migrants. Lampedusa, une île. Île où l'on ne prendra jamais terre, île où l'on ne descendra jamais, île couverte de végétation, île tapie comme des jaguars, île muette, île inoubliable sans nom. Je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous. Le poème « Île », lu par son auteur, Blaise Cendrars. Bonjour, Donnigi Albera. Bonjour. Île, je jette mes chaussures par-dessus bord. Nous parlons de cette île, Lampedusa. Je crois que le mieux pour commencer, c'est de nous dire où elle se trouve. Et elle se trouve entre la Sicile, la Tunisie et la Libye. Elle est plus au sud de Tunis, tout en faisant partie de l'Italie et du continent européen d'un point de vue politique. C'est grand, Lampedusa ? C'est tout petit, c'est 20 km². C'est pas très grand. Non, c'est un petit point au milieu de la mer. En longueur ? Oui, plutôt en longueur, oui. Vous avez, vous, Donnigi Alberta, évidemment un regard très particulier sur cette île. Vous êtes anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous publiez Lampedusa, une histoire méditerranéenne. Anthropologue, je le disais, il y a du jeu dans ce que vous nous dites et on le voit tout de suite dans votre récit. Quel est votre rapport à cette île ? Lampedusa, c'est une île, très bien, mais sur la photo de couverture de votre ouvrage, on voit énormément de falaises, mais il n'y a pas que des falaises. C'est comment Lampedusa ? Oui, Lampedusa est un plateau qui a une partie plus escarpée avec ces falaises qu'on voit sur la couverture du livre. Et après, il y a une partie qui est plus où on arrive presque au niveau de la mer, donc c'est la partie la plus accessible de l'île. Donc Lampedusa a été, contrairement à d'autres îles, un lieu où les bateaux pouvaient facilement s'arrêter car il y avait des criques, un port naturel. Et Lampedusa, comme on voit aussi dans l'image de la couverture du livre, est aride. Il y a très peu de végétation, mais ça c'est l'image d'aujourd'hui, car dans le passé, Lampedusa au contraire était très verdoyante, elle était recouverte de végétation, et c'est au moment de la colonisation de l'île au XIXe siècle que tout ce manteau végétal était détruit en quelques années pour fabriquer du charbon, imaginez-vous. Qui était vendu à Malte. Et du coup, donc, l'île est devenue presque semi-désertique actuellement. Semi-désertique avec ce paradoxe de Donnigi Albera, c'est que cette île, aujourd'hui, par sa végétation semi-désertique, était une île déserte. Vous nous avez évoqué cette colonisation au XIXe siècle. C'est-à-dire que, auparavant, l'île était évidemment connue, nous sommes en Méditerranée, entre la Tunisie, la Sicile, lieu de passage comme une évidence, mais il n'y a pas eu d'installation d'habitants pour former ne serait-ce qu'un village. Oui, Lampedusa est restée longtemps déserte. Alors dans ce livre, j'ai essayé de suivre avec une démarche brodélienne le temps long, la longue durée. Si vous voulez, c'est un peu de brodel rétréci
qui ont 20 km². Et donc j'ai suivi un peu les différentes phases. Et c'est vrai qu'il y a des phases d'occupation humaine importantes à l'époque romaine. Vous avez mentionné ces monnaies qui étaient frappées à cette époque. Et jusqu'à l'époque byzantine, après, il y a un moment de césure et l'île devient déserte et elle le reste pratiquement jusqu'au 19e siècle, mis à part quelques tentatives sporadiques d'installer quelques habitants. Et il faut dire aussi que Lampedusa, je la considère un peu comme un révélateur d'une histoire plus large. Et donc, à partir de Lampedusa, on peut mieux lire, à mon avis, l'histoire de cette mer anonyme qui est l'une des nombreuses mers qui forment la Méditerranée. C'est ce qui a été évoqué aussi, je crois, hier lors de l'émission du cours de l'histoire. Donc la Méditerranée, comme le disait Braudel, est une pluralité de mers. Et il y a cette mer qui n'a pas de nom, mais qui a une identité historique importante. Et quand cette mer est divisée par un conflit majeur, qui est celui entre une rive sud et la Sicile, Lampedusa ne peut plus être colonisée justement pour une situation, pour le contexte géopolitique, pour le contexte, dans le sens que Lampedusa est très accessible, on peut y arriver facilement, mais c'est aussi très ardu de la défendre. Car c'est très loin de toute base continentale. Oui, nous comprenons pourquoi il n'y a pas eu d'installation d'habitation avec, malgré tout, des habitants qui seraient des lapins. Énormément de lapins. Énormément de lapins, oui. Ils sont présents et on les cite déjà dans le passé. Il y a, on a des témoignages déjà au Moyen-Âge qui nous parlent de cette présence de lapins qui sont chassés. Et ce gibier est très important à l'époque pour les marins qui font escale à Lampedusa, qui peuvent trouver des réserves de nourriture. Et il y a également des tortues qui sont aussi consommées. Et de l'eau. Et de l'eau. Pour une escale, c'est tellement important en Méditerranée de pouvoir s'arrêter, trouver de quoi manger, chasser un lapin, avoir de l'eau. Cette histoire de Nidji Albera que vous regardez avec un œil d'anthropologue sur le temps long est une histoire qui nous résume aussi, et vous l'avez évoqué, la Méditerranée. On ne peut pas comprendre Lampedusa seul. Il faut regarder ce qui se passe autour. Peut-on dire, vous nous avez dit que c'était entre deux rives, en tout cas entre la rive sud et la Sicile. Peut-on dire que Lampedusa, pendant longtemps, n'appartenait à personne? Il n'y avait pas une domination évidente sur cette île? Oui, tout à fait. Lampedusa est théoriquement accaparé par les Siciliens, disons. Il y a les différentes dynasties qui dominent la Sicile ou le sud de l'Italie, et elle est attribuée un fief à une famille sicilienne déjà au XVe siècle, et elle passe après au XVIe siècle à une autre famille. Mais cette domination demeure théorique. Elle n'est pas acceptée par les autres partenaires qui se partagent le contrôle de la Méditerranée. Et les Ottomans considèrent que Lampedusa est plutôt à eux. Et du coup, donc, il y a des négociations complexes oscillent entre coexistence et conflit, et lorsque, par exemple, on commencera à établir une première présence humaine au XVIIIe siècle, il faudra demander des sauf-conduits aux Ottomans qui fixent un nombre aussi extrêmement réduit de personnes qui peuvent résider sur l'île. Et donc c'est un peu ce statut incertain aussi d'un point de vue politique de cette île. Ce qui donne pour nous, à la lecture de votre ouvrage, quelque chose
Allez, j'ai envie de dire qu'il touche presque au mystique, au sens où il n'y a pas de domination précise. C'est un lieu de passage, c'est un lieu où chacun se projette, avec, pour Lampedusa, cette très longue histoire. On l'a évoqué, pas d'habitants, à part ces petits lapins, mais c'est pratique Lampedusa pour s'arrêter, par exemple, en revenant de croisade. Il décide de prendre la croix, mais il va s'écouler un certain temps entre le moment où il fait ce vœu et le départ vraiment à la croisade. Alors, la croisade, il faut le rappeler, c'est une expédition à caractère religieux, c'est-à-dire que c'est le pape qui doit lancer l'appel à la croisade. En principe, ça se fait sous l'égide et sous la direction de l'Église, et le pape lance effectivement un appel à la croisade en 1245, mais Saint-Louis avait déjà décidé de prendre la croix. Il va mettre un certain temps à se préparer, parce que ça coûte cher de partir à la croisade, il faut lever des fonds, il va lever des taxes sur les biens de l'Église, sur les villes, et finalement il ne part qu'à l'été 1248. Vous voyez, il a mis quand même presque 4 ans à partir, et il s'embarque du port d'Aigues-Mortes, dont il avait accéléré la construction, et grâce aussi à la flotte de Marseille qu'il va utiliser. Anne-Marie Hédé, historienne médiéviste, qui nous présentait la 7e croisade, celle de Saint-Louis, Louis IX, qui passe à Lampedusa. Et là, formidable d'avoir, alors pas tellement le passage de Saint-Louis, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est surtout le témoignage de Joinville, celui qui accompagne Saint-Louis. Qu'est-ce qu'il dit de Lampedusa ? Il raconte le retour de la croisade qui est assez pénible, car il rencontre la tempête. D'abord, il doit s'arrêter à Chypre. Après, il continue leur voyage et il s'arrête à Lampedusa. Et donc le roi débarque avec toutes ces l'ensemble de la cour, tous les autres, les croisés qui l'accompagnent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chasser ces fameux lapins. Et aussi, et donc il se promène sur l'île et qui est complètement déserte. Mais à un certain moment, ils font une découverte assez énigmatique, car ils rencontrent ce qu'ils définissent comme un ermitage. Il y a des murs un jardin qui apparemment a été entretenu encore jusqu'à à une période assez récente. Et à côté de ce jardin, il y a un édifice, il y a des très simple, et dans ce lieu qui n'est pas décrit de manière très précise, il découvre d'un côté, il y a une pièce où il y a une croix, donc on imagine que il a une vocation de religieuse, et dans la pièce à côté, il découvre 2 cadavres qui sont dans un état de décomposition. Et Joinville ne nous dit pas plus, après ils s'en vont. Mais c'est la présence de ces cadavres et aussi l'attitude qui est celle du roi et de sa suite interroge, car pourquoi il ne s'occupe pas des dépouilles de ces morts? Pourquoi il ne les honore pas? Et donc l'hypothèse que j'avance, c'est qu'il s'agissait de cadavres de musulmans, car c'est seulement à cette condition que cette attitude aurait pu être justifiée. Et donc on a là peut-être un premier noyau d'un lieu saint qui va par la suite marquer l'histoire de Lampedusa à partir du XVIe siècle. Donnigi Albera, vous avez croisé les sources, vous voyez bien que Saint-Louis, dès qu'il croise un cadavre, si c'est un chrétien, il l'enterre, et à Lampedusa, ces 2 corps-là, il les laisse. Donc sont-ils musulmans? C'est une hypothèse, mais il y a cette croix juste à côté. Oui. Et donc c'est ici que se fait cette première rencontre, j'ai envie de dire, avec la trace historique, que cette île est l'île Carrefour. On sait que plusieurs y viennent. Il y a un ermite, vous l'avez dit, un ermitage en tout cas, chrétien. Il y a aussi des musulmans qui y viennent. C'est cette quête que vous menez dans cette longue histoire sur Lampedusa. Essayez de comprendre toutes ces traces et qui ont conduit encore aujourd'hui à faire de cette île quelque chose de très particulier par rapport à ce que l'on peut connaître ailleurs en Méditerranée. Peut-on parler d'un sanctuaire qui serait commun aux musulmans et aux chrétiens ?
Oui, tout à fait. Et il y a une abondance de sources qui en parlent. Je crois que ce lieu est déjà présent probablement au Moyen Âge, mais on commence à avoir des sources qui deviennent bientôt assez bavardes sur ce sanctuaire à partir du XVIe siècle. Et donc on voit dans le pli de l'île, dans une grotte, on a un espace bicéphale. D'un côté, il y a une pièce qui est consacrée au culte de la Vierge, et de l'autre côté, une pièce qui est consacrée au culte musulman, avec la présence de la tombe d'un saint musulman. Et donc cette configuration que le source nous dévoile avec précision à partir des dernières décennies du XVIe siècle et se maintient pratiquement jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au moment de la colonisation de la part du royaume de Sicile. Donc on a planté à l'intérieur de cette île, qui est un carrefour de la navigation où on peut accéder facilement parce qu'elle est déserte, où on peut se ravitailler. Il y a également ce lieu où les marins de différentes appartenances religieuses peuvent s'adresser à des forces surnaturelles pour demander une protection, pour demander de l'aide dans une vie qui est exposée à énormément de dangers de types différents, du risque des tempêtes au risque des corsaires, des assauts, etc. Et donc il y a ce lieu qui est où on met les deux religions sont côte à côte et cohabitent de manière pacifique. Ça correspond beaucoup au témoignage de Joinville qui accompagne Saint-Louis, qui avait vu cet ermitage avec deux espaces. Vous avez évoqué, Donnigi Albera, qu'au XVIe siècle, on a ce sanctuaire qui est mentionné. Ce sanctuaire-là, je vous le demande tout de suite, existe-t-il toujours ? Oui, il existe toujours, mais il a été modifié, car au moment de cette colonisation que je mentionnais tout à l'heure, donc dans les années 1840, lorsque le commandant de la troupe du royaume de Sicile s'empare de l'île, donc il visite ce lieu et il décide de restaurer à sa manière le sanctuaire, et donc il élimine la partie musulmane qui est encore présente. Donc cette longue histoire prend fin de manière définitive à ce moment-là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette longue histoire existe et elle nous conduit au XVIe siècle avec quelqu'un qui est pas très heureux puisqu'il est furieux. Que l'on n'imagine pas aujourd'hui. Roland le Furieux, c'est vraiment succès européen. Ça se passe à Lampedusa ? Oui. Et dans ce best-seller de l'époque qui a beaucoup influencé la littérature européenne, pas seulement italienne. Oui, Lampedusa joue un rôle important, central, dans la dernière partie du poème, car c'est à Lampedusa qui se tient le duel entre trois champions chrétiens, trois paladins chrétiens et trois champions musulmans pour décider du sort de la guerre. Donc c'est le récit essentiel du poème, car Roland n'est plus furieux, il vient de reconquérir sa sagesse, et donc il fait partie des trois, et il arrive à battre les adversaires, et donc à partir de ce moment-là, le sort du conflit est décidé. Et Lampedusa donc se trouve catapulté dans l'histoire de la littérature italienne, mais je dirais aussi européenne, par ce coup de génie de l'Arioste. Il faut dire que la Méditerranée occupe une place importante dans ce poème. Ce poème, qui est composé dans les premières décennies du XVIe siècle, est en même temps ouvert sur le monde, car l'Arioste prend compte des informations qui viennent des découvertes. Il
il inscrit les aventures des chevaliers dans une première mondialisation de l'époque. Mais en même temps, le cœur du poème bat aussi en Méditerranée. Et c'est donc en Méditerranée qui se dénouent les fils qu'il a savamment tressés. Et au cœur de la Méditerranée, il y a Lampedusa, cette île déserte qui, parce qu'elle est déserte, elle est choisie comme terrain de combat, comme terrain de cette bataille finale. Oui, parce que c'est aussi ce lieu de rencontre avec ces chevaliers qui se croisent, mais ce sont des chevaliers qui, pour certains, viennent de la rive sud, pour d'autres de la rive nord. C'est aussi, et Larios, quand il écrit ça, n'est pas en réflexion géopolitique, mais il reflète son temps. Le Roland Furieux, c'est vraiment, on l'a dit, un succès gigantesque qui fait que Lampedusa est connu en Europe. On connaît le nom, mais quand il écrit Larios, il connaît pas, lui, Lampedusa. Il n'y a pas été. C'est quelqu'un qui reste plutôt enfermé, mais à lire des livres. C'est-à-dire qu'il recueille ce qu'il peut glaner de Lampedusa. Il en donne un reflet particulier. Oui, disons que Larios était un écrivain plutôt casanier. Il n'aimait pas trop voyager. Il a décrit cela aussi dans un poème magnifique. Donc il disait que qui veut courir le monde aille donc le courir, et lui il préfère rester voilà chez lui à faire l'art. Mais il faut aussi tenir compte que à cette époque, l'Italie, et surtout l'Italie centrale, est un carrefour d'un point de vue de la circulation des connaissances. Et donc il a accès à des bibliothèques et donc des nouvelles qui arrivent de première main sont tout de suite rendues accessibles à ces milieux des cours de l'Italie centrale. Et en plus, il y a tout disons, dans la deuxième édition du Roland Furieux, l'Arioste rajoute 3 stances après le récit du duel, en disant que quelqu'un l'avait critiqué par rapport à son choix de placer à Lampedusa ce duel, en disant que il y avait été et il avait constaté que Lampedusa n'avait pas un terrain assez plat pour que des chevaliers puissent pratiquer un duel. Et l'Arioste répond en disant oui, c'est vrai, maintenant c'est comme ça, mais dans le passé, c'était comme ça. Après, il y a eu un tremblement de terre et donc les choses. Il s'en sort comme ça. Il s'en sort comme ça. Mais là, c'est aussi intéressant. C'était un cardinal qui appartenait à une famille très importante de l'Italie de l'époque, la famille Fregoso, qui lui-même avait dirigé une expédition contre le barbaresque, et donc il avait côtoyé, il s'était peut-être arrêté sur l'île, donc il avait une connaissance directe. Donc on voit comment les informations circulent, et donc on n'a pas besoin de s'y rendre pour connaître Lampedusa. Et est-il mention dans Roland Furieux de l'Arioste au XVIe siècle du sanctuaire que nous avons évoqué, ce double sanctuaire, ou ne serait-ce que d'un ermitage? Alors, il est question d'un ermitage. Oui, et l'Arioste parle, disons, est un illusionniste des mots, on pourrait dire. Donc il parle de plusieurs îles qui finissent par se confondre dans l'image de Lampedusa. Et donc il parle d'un ermitage, d'une île qui a un ermitage, avec un ermite chrétien qui a un rôle aussi de prophétique. C'est quelqu'un qui prédit le futur de l'un des paladins. Et donc il y a une présence d'un ermitage, ce qui nous laisse penser qu'il y avait des idées qui circulaient, des connaissances, même si il ne mentionne pas une double appartenance religieuse. Mais c'est aussi un lieu de conversion. Il y a un chevalier musulman qui finit par se convertir grâce à l'ermite. Donc il y a déjà une évocation d'une confrontation entre le monde chrétien et le monde musulman.
Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous trouvons à Lampedusa, une île au carrefour des mondes. Malgré les conflits qui existent, il ne faut pas l'oublier, c'est pas un monde, disons, un rose. Ces gens, il y a souvent aussi des corsaires qui sont les protagonistes de cet échange. Donc c'est des gens qui se font la guerre ailleurs, mais à Lampedusa, l'arrivée dans ce lieu si particulier réveille une autre dimension de l'humanité et d'une commune humanité. Oui, voilà, vous le dites, ce n'est pas un monde tout rose, bien sûr, il y a des conflits, on pourrait le dire autrement, ce n'est pas une utopie. La notion d'utopie naît avec Thomas More, et ici nous avons une île, l'utopie c'est une île, Lampedusa c'est une île. Est-ce qu'il y a dans le regard porté par les Européens, et on pourrait poser la même question sur l'autre rive, les musulmans, un regard particulier sur Lampedusa. Lampedusa, je le rappelle, qui, sur la rive nord, est bien connu parce qu'il y a eu Roland le Furieux, ce grand succès de littérature. Est-ce que c'est une île particulière ? Est-ce qu'on peut dire que Lampedusa, oui, c'est une utopie qui existe ? Oui, dans le livre, je parle plutôt d'hétérotopie, en faisant référence à une célèbre notion proposée par Michel Foucault. Et donc c'est à la différence d'une utopie qui reste imaginaire, l'hétérotopie est située dans un lieu. Elle existe vraiment, mais elle est dans une dimension autre. Et donc elle retravaille des contradictions qui sont présentes dans le reste du monde, dans les différentes sociétés, mais en les pliant d'une autre manière qui interpelle, donc. Mais après, en effet, Lampedusa deviendra aussi un lieu rêvé et il y aura des créations utopiques qui seront imaginées et localisées dans l'imagination à Lampedusa. Et notamment, quand on parle de Lampedusa et que l'on recherche les mentions de cette île, on a des moments très nets qui apparaissent, le XVIe siècle, Roland le Furieux, très bien. Mais on a également le XVIIIe siècle, parce que l'île intéresse les philosophes. Diderot. Un certain Père Clément, moine apostat, s'y est retiré avec des bœufs, vaches, chèvres, brebis, et y a formé un établissement. Comme il est et visité par des chrétiens et par des Turcs, il a construit un oratoire mi-parti, où l'autel de la Vierge est adossé à l'autel de Mahomet. Quand il voit arriver un vaisseau chrétien, il court vite allumer la lampe de la Vierge. Si c'est un Turc, il illumine pour Mahomet. Son établissement a très bien réussi. Il a fait des plantations, des cultures de terre, il est approvisionné de vivres et de munitions, il s'est fait faire des souterrains où il retire ses bestiaux et ses effets les plus précieux et où il se réfugierait lui-même en cas de... Donnigi Albera, cette île vue par les philosophes, est une île, là encore, particulière. Il s'y passe quelque chose. Quel est le regard porté par les philosophes du XVIIIe siècle sur Lampedusa ? Oui, Lampedusa devient un peu un lieu utopique particulier, car il faut d'abord dire que cette configuration si particulière de Lampedusa avec le double culte est de plus en plus connue en Europe. Il y a des dizaines et des dizaines de récits qui en parlent. Il y a tous les voyageurs qui sillonnent cette mer, où soit ils s'arrêtent à Lampedusa, soit ils en entendent parler. Donc il y a tout un folklore méditerranéen qui, après, est mis aussi par écrit. Donc c'est quelque chose qui est connu, ils en parlent même dans les journaux de l'époque, on peut en trouver des mentions au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Il y a toute une littérature aussi cléricale qui en parle, parce que là aussi, ils attribuent un pouvoir particulier à cette Madone, qui est capable d'attirer aussi la dévotion des Turcs, des musulmans. Et donc, il faut donc tenir compte de cet arrière-plan. Et donc, Lampedusa connu en Europe, et
il y a justement Diderot qui fait une opération importante pour injecter Lampedusa dans un débat philosophique plus vaste, car dans les entretiens sur le fils naturel, qui suivent cette comédie qui a eu un rôle important, qui est presque révolutionnaire dans la dramaturgie de l'époque. Et donc à un certain moment, Diderot donc s'entretient avec Dorval, qui est son alter ego, qui est le prétendu auteur et interprète principal de cette pièce, et il commence à parler de la formation des comédiens, et il y a cette célèbre envolée en disant que le rêve, ça serait de établir une nouvelle société à Lampedusa, formée par des comédiens, et cette nouvelle société remplacerait les rites religieux par des représentations théâtrales, grandeur nature, et donc tous les habitants seraient à la fois comédiens, auteurs et citoyens de ce lieu. Donc il y a cette localisation étonnante d'une utopie théâtrale qui est accompagnée par une note, un bas de page de Diderot qui détaille la situation de Lampedusa, le double culte. Donc, il montre clairement le lien qu'il y a entre l'utopie théâtrale et l'hétérotopie de Lampedusa de l'époque. Et après, il y a eu des débats entre des critiques littéraires qui disaient est-ce que c'est vraiment lui qui a écrit cette note ou c'est quelqu'un qui l'a ajouté. On parlait de Grimm qui était son collaborateur. Et il y a quelques décennies, une historienne a retrouvé cette anecdote de Lampedusa. Donc le manuscrit autographe qui a servi de base pour la rédaction donc de la note et aussi de cette utopie insulaire théâtrale. Et à partir du succès énorme de cet ouvrage de Diderot, donc le nom de Lampedusa, qui avait déjà été popularisé par l'Arioste, circule encore plus en Europe, donc en France, mais également en Allemagne, par exemple. Donc, Diderot injecte à nouveau une notoriété par rapport à Lampedusa. Et donc, Lampedusa devient un peu aussi un synonyme de tolérance. Donc, on parle de Lampedusa pour parler de tolérance religieuse, car Lampedusa donc interpelle dans un monde encore où la tolérance n'est pas acceptée, où les philosophes des Lumières se battent pour affirmer des principes de tolérance. Lampedusa, elle est incarnée de manière spontanée, pratique, dans les agissements des marins. Donc, ce qui fait qu'il y a d'autres protagonistes des Lumières qui mentionnent Lampedusa, notamment, et je le cite dans le livre, un personnage important aussi qui est l'abbé Galliani, qui était ami de Diderot et grand économiste. Par exemple, Nietzsche le considérait comme le plus grand observateur, l'observateur le plus pertinent du XVIIIe siècle. Et dans une lettre à Grimm, justement, Galliani parle de Lampedusa comme le temple de la parfaite tolérance. Donc on voit bien que Lampedusa insuffle le débat, la réflexion, même philosophique, très loin de ce petit morceau de terre égaré au milieu des flots de la Méditerranée. C'est ce que l'on ressent à la lecture, Dionigi Albera, de votre livre Lampedusa, parce qu'au-delà des qualités d'écriture, on se laisse mener par cette histoire-là. Il y a des réflexions qui vont mais largement au-delà de ces
quelques kilomètres carrés au milieu des mers. C'est une vraie réflexion avec tout ce que vous évoquez là, de la tolérance, cette pensée du XVIIIe siècle, le fils naturel ou les épreuves de la vertu de Diderot. Et puis il y a de manière presque plus concrète et prosaïque quand ces marins arrivent sur ce double sanctuaire avec cette dévotion qui rappelle de la part des musulmans que dans le Coran, la Vierge et Jésus sont présents. Et oui, ils sont dans le Coran et que c'est comme l'exemple concret, peut-être celui que les philosophes cherchent pour montrer que la tolérance est quelque chose de possible. Lampedusa, cependant, n'a pas du tout la même statut au XIXe siècle. On voit que ce qui a conduit Lampedusa à devenir, on va dire, une colonie de l'Italie, c'est quelque chose de très récent, et ce qui nous fait nous-mêmes réfléchir à la notion d'accueil. Les habitants, les autochtones de Lampedusa, en fait, sont venus très récemment. Oui. Ce sont des migrants eux-mêmes. C'est ce que certains habitants de Lampedusa m'ont dit. Nous aussi, on est des migrants, dans le sens que la présence actuelle remonte donc à la moitié du 19e siècle, mais la plupart des familles qui résident actuellement à Lampedusa sont arrivées encore plus tard. Donc il y a une profondeur de 2-3 générations. Donc là aussi, Lampedusa, c'est une île d'accueil. Et là, il faut dans le dispositif que j'essayais de mettre en place dans ce livre, c'est un peu comme j'ai un peu essayé de planter la pointe du compas à Lampedusa et de tracer des cercles concentriques. Donc il y a un cercle qui concerne cette mer étroite entre la Sicile et l'Afrique du Nord, la Méditerranée dans son ensemble, l'Europe avec cette histoire culturelle de Lampedusa. Il y a aussi un peu l'expansion du culte de la Vierge de Lampedusa dans le Nouveau Monde, mais je ne sais pas si nous aurons le temps d'en parler. Au Brésil, c'est d'ailleurs très étonnant. Oui. Et donc, cela nous permet aussi de dégager des temporalités et le devenir de Lampedusa résonne avec le devenir de ces entités plus larges, avec l'histoire de la Méditerranée et plus largement du monde, jusqu'à devenir actuellement ce que je définis une île-monde. Car à Lampedusa se donnent rendez-vous des contradictions qui désormais ont une dimension planétaire. Et donc là, encore une fois, elle devient un révélateur de phénomènes qui la dépassent amplement. Si nous prenons le cas du culte de la Vierge de Lampedusa au Brésil, là aussi, on a une histoire qui nous est racontée, qui peut expliquer l'arrivée de ce culte au Brésil avec des esclaves qui seraient passés par Lampedusa et puis qui auraient été marqués par ce culte et qui l'auraient conduit au Brésil. Mais l'analyse que vous en donnez est beaucoup plus fine. Et là aussi, on voit bien l'histoire de la mondialisation, mais l'histoire de la colonisation. D'après vous, comment ce culte a pu arriver jusqu'au Brésil ? Oui, c'est vrai qu'il y a ces légendes un peu romantiques. Ce qui c'est très probablement passé, c'est qu'il y a eu une exportation du culte d'un certain nombre de saints, surtout siciliens, dans le Nouveau Monde, à travers l'action de missionnaires franciscains et dominicains. Et donc il y a des cultes de Saint Benoît, par exemple, qui était considéré, qui était un ancien esclave africain converti qui a vécu en Sicile. Et donc c'était des figures qui permettaient aux populations noires, des esclaves déportés en Amérique du Sud, de s'identifier. Et il est fort probable que l'image de la Vierge de Lampedusa était utilisée un peu dans le même sens, parce qu'elle était protectrice aussi des naufragés, des esclaves fugitifs, car les esclaves fugitifs pouvaient survivre à Lampedusa en attendant que un navire de leur bord arrive et puisse les conduire chez eux, et en utilisant entre-temps les ressources stockées dans ce sanctuaire.
Et donc c'est probablement ce mécanisme qui explique la naissance du culte de la Vierge de Lampedusa à Rio de Janeiro au XVIIIe siècle et la création d'un sanctuaire, d'un lieu important par des esclaves africains et c'est un lieu qui existe encore aujourd'hui. Avec dans votre regard, c'est vrai, ce petit sanctuaire et hop, d'un seul coup le monde, avec ce temps, ce moment précis et cette longue durée. Puis la question du regard se pose toujours, ce qui correspond à celle des sources. Nous citons beaucoup de sources venues de la rive nord. Qu'en est-il du monde musulman? Est-ce que Lampedusa est beaucoup cité? Est-ce que, par exemple, ce saint musulman, on le connaît, on sait qui il était? Malheureusement, et ça, c'est le biais de mon travail qui trace une histoire de Lampedusa, mais à partir de sources, disons à partir du monde européen. Et je n'ai pas les compétences qui me permettraient de lire des archives ottomanes. Et donc c'est un travail qui reste à faire. Disons les peu de travaux que j'ai pu interpeller parce qu'ils sont traduits, où il y a des études qui les concernent, ne mentionnent pas ni le saint ni le double culte. Donc Lampedusa est mentionné dans des cartes, mais c'est un travail qui resterait à faire. Donc il faudrait voir l'autre moitié de l'histoire de Lampedusa. Ben oui, parce que c'est une île monde et le monde est concerné avec ce regard, je le dis encore, hein, d'anthropologue au sens où vous avez été à Lampedusa, vous avez été voir les gens, vous avez discuté avec cette mémoire, on peut l'évoquer, le sanctuaire, vous nous l'avez dit, a été transformé, non pas détruit, mais transformé. Est-ce que la mémoire du double culte est restée à Lampedusa? Oui, tout à fait. Elle est restée, elle est vivante. Elle a été aussi revitalisée par l'action d'un groupe qui localement s'intéresse à l'histoire de l'île. Et donc il y a toute une redécouverte par des historiens locaux. Et donc c'est amplement connu. Il faut dire que même au niveau au-delà de Lampedusa, l'existence d'un double culte est présente dans le folklore sicilien encore au XIXe siècle, même au XXe siècle. Dans l'idée il y a une manière de dire que, disons, faire comme l'ermite de Lampedusa, c'est être disons, avoir plusieurs positions à la fois. Mais localement, donc la mémoire est vivante et par exemple ce sanctuaire est actuellement choisi pour une cérémonie interreligieuse qui se tient chaque année le 3 octobre en souvenir d'un naufrage terrible qui a coûté la vie de plus de 360 personnes en 2013. Et donc, c'est un moment de recueillement. C'est une cérémonie qui se tient sur le parvis du sanctuaire, mais avec la présence de religieux de plusieurs confessions. Oui, d'ailleurs, c'est ainsi que s'ouvre votre ouvrage Lampedusa, sur cette île monde, avec cette évocation qui nous fait toujours frémir. C'est bête à dire, mais on l'oublie. Et vous nous rappelez comment, d'ailleurs, on oublie ces drames et ces catastrophes de ces différents naufrages. Et ouvrir votre livre ainsi et partir ensuite sur le temps long avec cette réflexion de ce double sanctuaire et d'une tradition de refuge et d'accueil de Lampedusa fait drôlement réfléchir au présent. Cette île, j'ai envie de dire que comme la Méditerranée est évidemment plurielle, son histoire aussi est plurielle, mais il y a cette longue tradition d'accueil, qu'il faut le rappeler, vous rendez hommage à ces associations d'ailleurs, associations qui accueillent les migrants et associations d'histoire locale qui ravivent ce souvenir. Oui, et
Il y a aussi une superposition. Souvent, c'est les mêmes personnes qui sont impliquées sur les deux terrains. Et c'est vrai que la réalité actuelle de Lampedusa est vraiment très très difficile. Mais j'ai voulu au moins conclure sur une note d'espoir. Je pense que comme Lampedusa a interpellé la conscience européenne au XVIIIe siècle, elle peut encore interpeller notre conscience aujourd'hui. Elle interpelle le lecteur, en tout cas, Dionigi Albera. Lampedusa, une histoire méditerranéenne, c'est publié au Seuil et c'est à l'image de ce que vous venez de nous raconter. Ça nous embarque. Merci vivement. Pour nous, il est temps de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi la gauche républicaine proposa-t-elle de taxer les travailleurs immigrés ? Dans le cas français, c'est au début de la Troisième République que la logique des identités de papier s'est brutalement imposée. Napoléon Ier avait mis en place une législation sur les passeports qui obligeait tous les Français désireux de se déplacer d'un département à un autre de solliciter auprès des autorités ce qu'on appelait le passeport à l'intérieur. La Troisième République supprima cette contrainte, car la nouvelle définition de la citoyenneté signifiait que tout citoyen pouvait se déplacer librement sur le territoire national. Mais dans le même temps, un nouveau dispositif, beaucoup plus rigoureux, a été mis en place pour contrôler les allées et venues des étrangers séjournant en France. C'est au début des années 1880 qu'est apparu dans le débat politique français ce qu'on a commencé à appeler le problème de l'immigration. La France était alors durement touchée par la crise économique qui a suivi le krach de l'Union Générale, l'une des principales banques françaises. Des voix de plus en plus nombreuses se sont élevées à ce moment-là pour dénoncer les traités de libre-échange que Napoléon III avait signés en 1860, au profit d'une politique protectionniste, taxant les marchandises importées des autres pays. La montée du chômage ayant entraîné, ici et là, des rixes entre ouvriers français et étrangers, des parlementaires proposèrent de taxer aussi les travailleurs immigrés. Ce sont des élus issus de la gauche de l'époque qui furent à l'initiative de ce genre de mesures. Christophe Pradon, député de l'Ain, membre du Parti radical, prit la parole au cours d'une séance parlementaire pour affirmer « Le souci d'assurer le travail français doit être une des préoccupations les plus pressantes du législateur français. » Selon lui, il fallait mettre fin aux privilèges dont jouissaient ces travailleurs immigrés qui n'avaient pas fait le service militaire, qui n'avaient pas de charge de famille, car ils venaient seuls en France, et qui n'avaient même pas d'état civil. Au nom du principe républicain d'égalité, il fallait donc leur imposer une taxe. Une 60aine de projets de loi de ce type furent déposés au Parlement entre les années 1880 et 1914. Mais comme ce genre de mesures était contraire aux accords commerciaux passés avec les pays d'où étaient originaires ces travailleurs étrangers, aucune d'entre elles ne fut appliquée. Pour contourner ces obstacles diplomatiques, une commission parlementaire rédigea un nouveau texte dans lequel le mot « taxe » fut remplacé par l'expression « conditions de séjour et d'établissement ». Telle fut l'origine du décret promulgué le 2 octobre 1888, confirmé par la loi du 8 août 1893 relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national. Les immigrés furent contraints de se faire enregistrer dans la commune où ils travaillaient. En contrepartie, la mairie leur accordait un extrait d'immatriculation qu'ils devaient toujours porter sur eux sous peine d'amende. Ce fut le point de départ de la législation actuelle sur les cartes de séjour. On crut alors que le problème de l'immigration était résolu, alors qu'il venait seulement d'être posé. Merci beaucoup Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Bonjour Valérie Hanin. Bonjour Xavier. Directrice de rédaction du magazine L'Histoire. Valérie, l'histoire part en Chine, mais pas n'importe quelle Chine, la Chine des Ming.
Et oui, la Chine des Ming, c'est une des dynasties les plus longues, 300 ans, et les plus brillantes de l'Empire chinois. On la connaît en général à cause de ces merveilleux vases de porcelaine bleue et blanche, dont la secret de cuisson donnait une transparence magnifique. Et qui se sont diffusés à travers tout le monde, l'Asie, mais aussi l'Europe, c'est pour ça qu'on la connaît, c'est-à-dire qu'on est très très loin de l'image d'une Chine fermée, repliée sur elle-même, derrière la Grande Muraille. Bien sûr, il y a une Grande Muraille, mais la Chine des 16e, 17e siècles, notamment des 15e, 16e siècles, est très insérée dans la première mondialisation. On dit que près de la moitié de l'argent américain y afflue et que ça a donné les bases d'un puissant système fiscal et monétaire. Alors, comment un empire aussi puissant a pu s'effondrer aussi brutalement en quelques semaines, quasiment, quelques années en tout cas, au milieu du XVIIe siècle? Alors, les lettrés ont mis en cause le dérèglement des valeurs ancestrales, l'abus de richesse, et puis il y avait la pression des peuples nomades des steppes au nord contre la Grande Muraille, et puis il y avait des rébellions un peu partout. C'est d'ailleurs un rebelle, Li Zichen, qui entre en 1644 dans Pékin, la capitale du Nord, la capitale des Ming, et qui, il s'ensuit le suicide de l'empereur, le dernier empereur Ming, et l'appel à la dynastie mandchoue, qui va gouverner la Chine jusqu'en 1912. Mais c'est une autre hypothèse qu'on creuse ici, puisque vous l'avez compris Xavier, vous me le disiez tout à l'heure, c'est bien aussi la chute qui nous intéresse à travers le dernier travail, notamment de Tim Brooke, qui vient de publier à Princeton un livre qui s'appelle The Price of Collapse, le petit âge glaciaire et la chute de l'Empire Ming. Alors, on le connaît, le petit âge glaciaire. Emmanuel Leroy-Ladurie a fait en 59-60, il y a plus de 60 ans, des articles pionniers dans les annales pour nous expliquer que le XVIIe siècle est un âge de refroidissement considérable. Oui, il y a même le PAG, petit âge glaciaire, l'hyperpag au milieu du XVIIe siècle. Oui, mais le lien avec les dérèglements politique. Est-ce que c'est le hasard si dans les années 1640, il y a une révolution en Angleterre, la Fronde en France et puis la chute de l'Empire Ming à l'autre bout du monde? Alors, bien sûr, Tim Brooke n'est pas un déterministe, pas plus du tout que Emmanuel Leroy-Ladurie ne l'était dans les années 60, mais quand même, à l'aune de ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'on est d'un seul coup très préoccupé par le dérèglement climatique et pour cause, et par les effets aussi sur les civilisations et même sur les pouvoirs, eh bien, on relie ces sources d'un autre œil, et Tim Brooke nous y incite dans ce dossier de l'histoire. Il nous dit, c'est un parfait exemple dont le présent éclaire le passé. Tout dans les sources indiquait le poids du climat dans la chute des Ming, puisqu'il étudie les prix de très près, les prix de famine multipliés par 7. Mais, dit-il, il fallait que le climat devienne pour nous une préoccupation majeure pour qu'on y prête une telle attention. Donc voilà pourquoi nous avons étudié la chute des Ming dans ce dossier. Oui, et la chute des Ming avec Timothy Brooke, vous l'avez dit Valérie Hanin, et puis avec tant de questions qui nous intéressent, le portrait des Mandchous, c'est ceux qui sont considérés comme envahisseurs, et Pierre-Étienne Ville, et comment Taïwan est devenue chinoise. Et oui, et encore une fois, déjà un refuge pendant quelques années. Le magazine L'Histoire pour nous éclairer. Merci vivement Valérie Hanin. Merci Xavier. C'était le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Mège, émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Jeanne Coppa, Mathieu Copal et Maïwen Guizou à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.